Salam alaikum, Azul, bonsoir. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer à Khenchela aujourd'hui? Un événement qui est en train de faire un buzz jamais imaginé il y a 2 jours. Repris en boucle jusque par des télévisions dans le monde entier. Et curieusement, pas un mot, pas une image par les télés en Algérie qui attendent bien sûr qu'on leur dise quoi diffuser et quoi occulter. Que s'est-il passé à Khenchela? D'abord, un message envoyé par l'armée pour dissuader toute manifestation populaire contre le 5e mandat. Et ensuite, et surtout, le maire de Khenchela, Raïs el-Baladiya de Khenchela, qui a osé défier toute la population de Khenchela lorsqu'il a appris que des jeunes allaient rencontrer le candidat Rachid Nekez à la mairie pour lui signer les formulaires de parrainage. Ce maire avait dit ceci à la population: Rajil fikum ijil la mairie. Que celui qui se croit un homme vienne à la mairie. Et regardez ce qu'a été la réponse des Khenchela. Regardez. Ils ont arraché le portrait de Bouteflika et ils ont insisté pour que le drapeau reste à sa place. Nous vous montrerons ces images tout à l'heure plus en détail. Elle est à ça. Elle est à ça, l'Algérie. De pouvoir enfin remettre le train de son histoire sur les rails dont il avait été dévoyé dès les premiers jours de l'indépendance. À ça, elle est à ça. Tout un contexte est en train de se mettre en place comme une convergence de facteurs et d'autres qui viennent s'imbriquer comme une synergie nouvelle née de l'incompétence même de ce régime, de ses fuites en avant, de ses tendances suicidaires, de la panique aussi qui s'installe en son sein, de l'infestation qui le ronge de l'intérieur, mais aussi des plus vives aspirations de la société algérienne de se relever de l'ornière, de refonder son pays, son beau pays, de recouvrer sa dignité perdue. Un régime en fin de ressources, ça se voit, de très loin. Un régime qui se sait acculé, qui sait qu'il n'a plus la latitude de se servir de ce très commode terrorisme pédagogique pour faire rentrer les Algériens dans leur trou, puisque à ses flancs et au cœur même de sa propre armée, de ses propres services de sécurité, des voix se lèvent désormais pour dire basta, pour dénoncer cette suicidaire fuite en avant, pour dire que d'autres consensus sont possibles plutôt que ce psychédélique scénario de reconduite à un 5e mandat après 20 ans de régime, de règne plutôt, d'un vieil homme fatigué, grabataire, malade, invalide intégral, qui ne connaît même plus son propre nom. Il ne sait même plus comment il s'appelle. Oui, les Algériens sont à ça, de pouvoir enfin reconquérir la souveraineté sur leur propre destin, sur celui de leurs enfants. Ils sont à ça, de signifier à la mafiocratie qui nous a pris notre pays en otage que le temps des menaces est révolu
qu'il n'y a pire menace de toute façon que l'inéluctable naufrage de la nation algérienne, qui est à ça aussi, l'Algérie, de disparaître corps et biens. Oui, l'Algérie est à son ultime croisée des chemins. À ça et à ça. À ça de sortir du trou où elle a été précipitée, ou à ça d'y être ensevelie, à jamais. Il ne tient plus qu'aux Algériens eux-mêmes de décider de ce que l'Algérie va devenir. Une Algérie débarrassée des vampires qui se sustentent de son sang, des ogres qui se nourrissent de la chair de ses enfants, des parvenus et des arrivistes qui ont fait commerce du sacrifice de ses libérateurs, qui l'ont infesté de faux moujahidines, de faux syndicalistes, de faux députés, de faux grands serviteurs de l'État, comme ils s'appellent eux-mêmes, de faux journalistes, de faux partis et de vrais canailles, qui l'ont pillé, qui ont dilapidé toutes ses ressources vives, oblitéré toutes ses vieilles valeurs, dévasté sa société, ravagé son civisme, ravalé son sens de la dignité et de l'honneur, instauré la corruption de masse en mode de gestion du pays, fait de son école un espace de polémique stérile, de son université un souk du plagiat et de délivrance de faux diplômes, des élections une supercherie systémique où les sièges se vendent aux enchères publiques, ouvertement et en plein jour. De sa jeunesse, une promesse vidée de sa substance vive, de son enthousiasme, de ses espérances, et qui ne rêve plus que de pouvoir quitter son pays, s'en arracher au péril de sa vie. Oui, ces vampires, ces monstres, ces profiteurs ont fait de ce peuple une masse grise, moutonnière, sidérée, réduite en autant d'individus enfermés derrière leur baroudage, qui savent que seul le kafz pourra s'en sortir, le pistonné, le corrompu et le corrupteur, l'enfant de la tribu, de la région, du bled, du clan, de la mafia, au détriment du bien public, au détriment de la morale, de la solidarité, de la justice. Des cohortes qui se bousculent dans les mosquées, qui marmonnent des formules toutes faites. Masha'Allah, Jumu'ah Mubaraka, Hasbi Allah Na'mal Wakil. Mais sans rien dedans que du verbe et de la bien-pensance au rabais, de la religiosité qui ne se distingue que par ces interminables rituels où la foi est absente. Et plus encore, le sens même de l'humain, du divin, du bien souverain. Mais il n'y a pas que les faux dévots et les marchands du temple qui pullulent dans ce sordide fourmillement, dans ce magma malsain. Il y a aussi tous ces adeptes d'un nationalisme de mauvais aloi. Ces multitudes qui ne jurent que par les shuhada, Rabbi yarhamhum, et qui trahissent leur mémoire dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils disent, dans toutes leurs ignominies chaque jour que Dieu fait. Et puis, plus ils sont à des charges élevées, plus ils sont infects, corrompus, menteurs, tricheurs, opportunistes, voleurs, voraces. Et plus ils ont recours à ce discours patriotard qui est tellement en vogue, où il est de bon ton de déclamer ces professions de foi patriotardes qui ne veulent plus rien dire. Et les mêmes qui investissent le fruit de leur rapine en France, où ils ont installé leur pénate, où ils ont leur résidence cossue, leur compte en banque, leur bobonne et toute leur engeance. Cette même canaille continue à faire commerce d'un discours anti-français, s'il vous plaît, à destination, croit-il, des gogos qui avalent leurs paroles et qui sont à 1000 années-lumière de deviner comment vivent ces gens
et tout ce qui se permettent de luxe, de confort, ce qu'il y a de meilleur au monde. Et ce sont ces gens-là qui nous parlent de la nécessité de la continuité et de la stabilité qui nous menacent de tous les feux du terrorisme si nous nous avisons de déranger la quiétude publique, leur quiétude, le silence des cimetières. Oui, c'est cela, la continuité qu'ils veulent. Continuer à nous vendre, à nous fourguer de l'illusion de la démocratie en façade. Un président réformé qu'on nous présente comme le prophète lui-même et plus encore peut-être. Un pays livré pieds et poings liés à leur voracité. Un pays déjà exsangue, vidé de toutes ses richesses, qui n'aura bientôt plus les moyens d'assurer le paiement des retraites, voire même l'importation du minimum vital, puisque tout s'importe, même le pain, d'une façon indirecte. Des médicaments qui ne pourra plus assurer, la scolarité gratuite qui ne pourra plus assurer, encore moins maintenir le niveau actuel des établissements de santé qui sont pourtant parmi les plus mauvais du monde. Et c'est par le recours à l'armée qu'ils nous menacent si nous nous avisons de bouger, de refuser cette descente irréversible aux enfers. Une armée dont ils nous disent qu'elle est la digne héritière de l'ALN et dont nous savons tous que c'est elle, ou plutôt elle, ou une partie de ses chefs qui décide de tout, comme elle a décidé de reconduire le malade à un 4e mandat et comme elle est en train de décider de faire rempiler le même à un 5e mandat. La digne héritière de l'ALN ne peut pas faire ça à son peuple. Maintenant, posons-nous la question de savoir pourquoi ces gens veulent absolument faire passer ce 5e mandat pour un monsieur qu'ils ont pris en otage, au nom duquel ils règnent eux-mêmes, au nom duquel ils pillent le pays, au nom duquel ils sont en train de précipiter la mort de l'Algérie. Allah alayhi wa sallam, à Dieu ne plaise. Est-ce par hasard, pour les raisons qu'ils invoquent, tellement hallucinantes qu'on en arrive à se pincer pour voir si on ne rêve pas? Un vieux grabataire qu'ils maintiennent en vie à grand renfort de soins palliatifs et de coma artificiel qui n'a que quelques instants de lucidité relative, très relative, par jour et dont ils nous disent que c'est lui qui est aux commandes. Mais nous savons tous pourquoi ils veulent absolument le faire repartir pour un autre mandat. Nous le savons. C'est juste parce que ce clan présidentiel composé de la fratrie Bouteflika, de ses protecteurs militaires, ceux qui bouffent beaucoup, et de ces clientèles d'argent qui sont autour de ces gens, et qui parlent en milliards de dollars désormais, savent, tous ces gens savent, que s'ils perdent le pouvoir, ils seront livrés à la foule, parce qu'ils savent, oh combien ils savent, que leurs ennemis, qui se comptent par centaines, voire par milliers, ceux qu'ils ont mis dehors de l'armée, ceux qu'ils ont mis dehors du DRS, les attendent au tournant, avec des piles de dossiers, des scandales énormes dont personne n'a d'idée, qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars. Mais pas seulement, puisque des révélations d'une toute autre nature sont en stand-by aussi, sur des pratiques qui vont choquer tous les Algériens. C'est cela, c'est cette peur de l'avenir très proche qui les fait s'arc-bouter à un projet aussi fou. Et c'est bien pour cela que je dis que nous sommes à ça. Il suffirait de très peu pour que le fleuve retrouve son lit, pour que le sacrifice de tous ceux qui ont donné leur vie et leur jeunesse à ce pays ne soit pas vain, pour que notre jeunesse ne se jette plus à corps perdu dans la mer, pour que les Algériens puissent se remettre au travail, qu'ils puissent faire de leur pays une nation forte, belle, unie, fraternelle, solidaire, ériger un État de droit où la démocratie ne sera pas un vain mot. Nous sommes à ça pour la sauver, cette Algérie. Et nous sommes à ça pour qu'il la bascule dans l'horreur.
Nous n'avons plus le choix et nous ne devons plus les laisser nous faire peur. Nous pouvons sauver notre pays à deux conditions. Une union sacrée entre nous tous et le refus absolu de la violence, quoi qu'ils fassent pour nous faire tomber dans la violence, et ils ne reculeront devant rien. Pour arriver à cette fin, nous devons rester unis, pacifiques, déterminés à aller jusqu'au bout de nos rêves. L'exemple de Kharrata, l'exemple de Khenchela sont déjà là comme des flambeaux pour éclairer notre chemin vers la libération. Aujourd'hui, Algérie patriotique. Le FLN mobilise ses troupes pour une contre-manifestation le 22 février. Par Reda Bachir. HuffPost. De Kherata à Paris, les Algériens manifestent contre le 5e mandat de Bouteflika le Marocain. Par Kautar Leli. El Watan. Il parle d'ennemis de l'intérieur, les menaces de Gaïd Salah. Par Mokran Aïtou Arabi. Un vent de libération souffle sur l'Algérie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Karim Tabou, coordinateur du l'UDS. Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci. Idir Ounoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Karim Tabou, un jour je vous ai entendu dire traduire la formule « nous sommes à la croisée des chemins ». Vous avez dit quelque chose qui m'avait frappé à ce moment-là. Vous avez dit, en arabe, on dit la croisée des chemins, c'est « multaqa at-turuq », mais c'est aussi « muftaraq at-turuq ». Est-ce que nous sommes dans la croisée des chemins et, à votre avis, dans quel sens ? Multaqa at-turuq ou la muftaraq at-turuq ? Enfin, merci. J'ai écouté une très belle introduction au débat. Merci. Il y a beaucoup d'idées. Elle était un peu longue parce que j'étais absent quelques jours et j'ai voulu me rattraper. Elle était bénéfique, pas seulement pour notre débat d'aujourd'hui, mais beaucoup d'idées, beaucoup d'observations ont été données, ont été mises en lumière. Et puis assez souvent, nous avons besoin de chercher les moyens pour éclairer l'opinion publique, éclairer ces jeunes, nous éclairer nous-mêmes, parce qu'effectivement, nous sommes à la fois à la croisée des chemins, nous sommes fi multaqa turuq wa fi muftaraq turuq. Et vous avez parlé de l'illusion d'une élection, vous avez parlé de l'infestation qui ronge le pouvoir de l'intérieur, vous avez parlé également de cette engeance de politicards dont les appétits sont voraces et sont insatiables, etc. Tout ça, c'est un descriptif vrai de la situation que vit le pays. Mais vous avez également parlé de l'illusion d'une élection, d'une supercherie. Encore une fois, l'Algérie est en train de vivre un moment important dans un pays démocratique, dans un pays normal, dans un pays où la vie politique et la vie sociale est institutionnalisée, fonctionne selon des normes, des codes démocratiques. C'est un moment historique, c'est un moment dans lequel les Algériens retissent les liens et surtout renégocient un contrat social, un contrat politique, un contrat social d'avenir. Mais c'est-à-dire dans des conditions idéales. Dans des conditions normales. Mais chez nous, nous voyons très bien que nous sommes inquiets d'abord, mais de l'autre côté, nous avons beaucoup d'espoir. Il y a comme une logique naturelle qui est en train de se produire. Il y a une engeance de politicards dont les caractéristiques politiques et intellectuelles sont inquiétantes, mais qui sont en fin de parcours. Et il y a également une poussée de jeunesse, c'est un vrai mouvement naturel, une poussée de jeunesse exigeante, mais qui veut bien avoir des rôles, qui veut bien avoir le droit de décider de ses propres affaires. Bien sûr que nous ne pouvons que nous féliciter, saluer, soutenir, nous impliquer également dans ces manifestations. Nous espérons et nous lançons des appels pour que ces manifestations soient des manifestations pacifiques et que ces manifestations ne cèdent pas aux sirènes des aventuriers de tous bords, certainement. Mais vous avez vu, Karim Tabou, justement, à propos de manifestations, avant d'en arriver à celle de Khenchela d'aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé à Kharrata et à Khenchela. Moi, j'ai été stupéfait, impressionné
par l'ordre. Moi, je pensais que les Algériens avaient oublié de faire de telles manifestations, aussi ordonnées, avec des slogans, avec des carrés quasiment de gens. Ils étaient des milliers, ce n'est pas quelques centaines. Oui, et ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien brûlé. Et même la police, d'ailleurs, et les services de sécurité ne sont pas manifestés. Et tout s'est bien passé. Au point où ils ont descendu le portrait géant de Bouteflika à Khenchela et ils n'ont pas voulu toucher au drapeau. D'ailleurs, ils ont crié « Ne touchez pas au drapeau, mais descendez le portrait ». Et dans une logique comparative, l'État, avec tous ses appareils, ses partis, a organisé une rencontre à la Coupole d'Alger et on a bien vu leur incapacité à organiser leurs propres troupes et dans quelles conditions ils ont été transportés, dans quelles conditions. Finalement, nous avons donné l'exemple que le changement, c'est pour le mieux. Ce qui s'est passé à Kharrata, si on fait une comparaison avec ce qui s'est passé à Al-Qa al-Baydawiya, finalement, les partisans de la Fawda, c'est le pouvoir. Absolument. Les partisans de Hamham, c'est le pouvoir. Du folklore, les partisans du folklore, c'est le pouvoir. Et nous avons bien reçu cette image, et je pense en Algérie, comme ici en France, les Algériens ont repris le souffle, mais au même moment où les Algériens reprennent le souffle, nous voyons très bien que le pouvoir est à bout de souffle. Il n'arrive pas à trouver ni les méthodes, ni les procédures par lesquelles il va faire dérouler sa supercherie dans les meilleures conditions qu'il arrange. Bien au contraire, je pense que c'est un moment important pour que les politiques s'investissent dans une situation très difficile. Il va falloir se tracer des sillons, il va falloir se trouver l'espace, il va falloir faire l'effort de s'impliquer et de s'investir sur le terrain pour espérer des synergies citoyennes, politiques et qui vont donner du sens à toute cette colère. Parce que si la colère reste au stade de colère et il n'aboutit pas au stade de l'élaboration politique et de dynamique citoyenne par lesquelles le citoyen reprend son droit à l'exercice de sa citoyenneté et de ses libertés, on risque d'avoir également un rendez-vous raté de l'histoire. Idil Nour, nous allons regarder encore une fois les images sur Khenchela, mais je vais vous poser une question sur ce que vient d'évoquer Karim Tabou, ce potentiel de colère qui est en train de s'exprimer, mais qui pour le moment s'exprime d'une façon vraiment, comme on dit en arabe, très civilisée, très civique, très militante. Nous allons d'abord regarder les images de Khenchela. Alors, comment, Idil, expliquez-vous ce qui est en train de ces manifestations qui ne tournent pas à la jacquerie, à l'émeute? Moi, je pense que, quelque part, les militants qui sont contre le 5e mandat se sont un peu organisés. Ils arrivent à être dans un climat relativement apaisé. Je crois que les gens du pouvoir ont compris, et je sais qu'à Kharrata, il n'y a pas beaucoup de forces de l'ordre pour contrecarrer. Mais si vous voulez, ça va en contradiction avec ce qu'a dit M. Bedoui, même le chef d'état-major, qui ont eu des propos belliqueux. Oui. Des propos belliqueux. Ils ont quasiment menacé la rue. Tout à fait. Ouyahiya aussi. Il a dit, nous savons comment ouvert, gérer les manifestations. C'est M. Ouyahiya qui a ouvert les hostilités. Les hostilités, suivies par entre-temps, M. Gaïd Salah s'est exprimé en disant, et encore une fois, représentant de l'armée, un porte-parole de l'armée, qui a aussi... Oui. Et en plus, il dit, l'ANP et le peuple algérien saura faire face aux ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Encore une fois, moi je dis au ministre délégué, soit vous en dites pas assez, soit vous en dites trop. Quels sont les ennemis de l'intérieur? On aimerait bien les savoir. Oui. On aimerait bien les connaître, pardon. Et ça, c'est pas admissible. C'est-à-dire, ils prennent les populations algériennes pour des, excusez-moi du terme, pour des crétins. On a besoin de savoir.
Par rapport à toutes ces manifestations, d'abord je tiens à souligner mais vous que ce savez, soit... les ennemis de l'intérieur, ce sont les ennemis qui s'opposent à leur mainmise du pouvoir, notamment le 5e mandat. Entre autres, oui, on peut pas dire, si on a un différent politique, on ne peut pas être ennemi, on est adversaire, on est compétiteur. Monsieur Tabou vient de le dire, l'élection présidentielle, c'est une grande rencontre entre le peuple et les candidats. Or, ce n'est pas le cas. Nous évoluons dans un environnement extrêmement délétère et extrêmement violent. Moi, j'ai eu à le dire plusieurs fois, c'est que le 5e mandat, pour moi, il y a plus d'1 an que j'ai dit ça, posait un problème de sécurité nationale. On peut y arriver. J'ai même dit autre chose. J'ai dit que par rapport aux violences à venir, peut-être si elles ne sont pas confinées, les appels au calme doivent être faits. Et je félicite M. Tabou en disant que ceux qui ont manifesté manifestent pacifiquement, au-delà des provocations qui peuvent arriver, et ça c'est un autre débat, pacifiquement pour faire aboutir la revendication que non au 5e mandat. Le souci, c'est ça. Mais est-ce que aussi. vous ne pensez pas que maintenant, que désormais, il est possible que ces gens qui tiennent tellement à un 5e mandat, que pour discréditer ces manifestations, ils n'usent pas de leurs habituelles méthodes, c'est-à-dire infiltrer des agents provocateurs au sein des manifestants pour s'en prendre au bien public, pour s'en prendre au bien des gens, aux véhicules, aux dames qui passent, juste pour inciter les gens à ne plus vouloir de ces manifestations? C'est envisageable, évidemment. Moi, je me rappelle de la marche du 14 juin 2001, quand vous voyez un ministre de l'Intérieur, M. Zerhouni en l'occurrence, appeler le peuple d'Alger à venir faire face et barrage aux barbares. Aux barbares, oui. Il y a un petit souci là. Absolument. Donc tout est possible. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut dire à notre jeunesse, à ceux qui manifestent courageusement, de le faire de manière pacifique. Ça, ça me paraît primordial. Mais de notre côté, et quitte à chagriner un peu M. Tabou, l'opposition n'est pas prête. N'est pas prête à être le réceptacle de tout. Je l'ai dit depuis 2 ans. Je l'ai dit à M. Tabou, je l'ai dit à... De quelle opposition? Est-ce qu'il y a je parlais d'abord d'une une véritable opposition? Non. Est-ce qu'il y a une opposition sur le terrain politique, sur la scène? Non, mais quelles que soient les conditions dans lesquelles le pouvoir a mis l'opposition, c'est-à-dire empêchement lui, il n'a pas encore son agrément, M. Tabou n'a pas son agrément, on maltraite les gens de Djil Jadid et de Mouatana, on interdit des conférences même à de simples acteurs de la vie civile, donc ce système qui s'est restructuré... On invite les grands partis à la mangeoire, comme ils disent. Entre autres, mais les partis de la mangeoire, entre autres. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, que M. Djabala, dans sa... grandement ses études, voulait donc regrouper toute l'opposition et dégager un candidat unique. Mais c'est trop tard, je veux dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Sur quelle base programmative? Il y a des nuances, des différences importantes entre M. Tabou et notre chef de parti. Comment aplanir toutes ces difficultés? Sur quoi? On va se baser sur la citoyenneté, la démocratie, les libertés individuelles. Mais ce n'est pas de ça dont on a besoin. Ça, c'est le préalable. Mais après, quel contrat de gouvernement, éventuellement? C'est toutes ces questions d'ordre pratique. On est dans le cœur nodal, on est dans le cœur de cible, M. Benchenouf. C'est-à-dire que même si, par miracle, je dis bien par miracle, un des candidats qui va et arrive à prendre le pouvoir, j'ai dit par miracle, à M. Bouteflika, sur quelle base sociale derrière? Il est obligé de dissoudre. Sur quelle force sociale et quelle base sociale, quelle base militante va-t-il former pour avoir une majorité à l'Assemblée? C'est toutes ces questions-là qui sont éminemment politiques, on a tendance à l'oublier. Et le dernier élément, c'est que ces gens qui nous ont amenés à cette catastrophe, parce qu'il y a eu 3 générations qui nous ont mis à la catastrophe, ça fait à peu près... quand vous voyez, et là je vous rejoins quand vous dites jamais, au grand jamais, les conditions de rupture idéologique avec le système ne se sont présentées comme aujourd'hui. Oui. Mais hélas, l'opposition n'est pas en phase. C'est ça le drame. Et justement, ces conditions de rupture, est-ce qu'elles peuvent perdurer? Maintenant, de 2 choses. Vous m'amenez... Oui, 2 secondes. Oui. Nous allons arriver inévitablement, soit une stratégie de la tension, il faut craindre aussi qu'on ait une stratégie de l'affrontement. Et c'est ça qui est dramatique. Mais justement, Karim Tabou, franchement, est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce qu'il y a une opposition digne de ce nom à un tel régime? Aujourd'hui, lorsque ce régime est tellement à l'aise, il est tellement installé dans un tel confort qu'il en arrive à présenter une candidature d'un moribond, d'un monsieur dont tout le monde sait qu'il est totalement inapte, qui vient de passer 20 ans au pouvoir, dont tout le monde sait que ce n'est pas lui qui signe les décrets, qui désigne, qui limoge, qui nomme, qui dégomme, et on nous parle d'opposition.
d'opposition qui viennent faire parfois des propositions tout à fait hallucinantes, comme celle de M. Makari, par exemple, pour ne pas le citer, et pas seulement. Ou de grands partis, ou qui se disent de grands partis, qui sont au Parlement, dont tout le monde sait que c'est un Parlement de pacotille. Alors, est-ce qu'il y a une opposition, Karim Tabou? Moi, je ne partage pas votre avis quand vous dites que le pouvoir est dans un tel confort qu'il impose le 5e mandat. Bien au contraire. Oui. Le 5e mandat risque d'être non seulement la résultante d'une crise profonde au sein du pouvoir, mais plutôt l'opération 5e mandat risque de devenir un prolongement sous couvert de mandat électoral. Parce que, en plus clair, c'est qu'à l'intérieur du pouvoir, aujourd'hui, et si nous regardons de très près ce qui se passe, il y a une logique d'appareil qui est en train de se passer à l'intérieur de la coupole et qui a commencé bien avant l'annonce de la candidature. Il y a eu des événements curieux et qui ont bien donné des signaux que la crise était profonde au sein même du pouvoir, et d'où d'ailleurs la phrase « l'infestation qui ronge de l'intérieur le système ». Je pense que l'arrestation de généraux, la crise du Parlement, un certain nombre d'événements se sont produits qui montrent bien qu'à l'intérieur du pouvoir, il y a une vraie crise et qu'à la fin, le 5e mandat semble être une candidature pour reporter à plus tard les négociations et les débats internes au pouvoir. Moi, mon avis, il y a un problème d'abord de consensus à l'intérieur du pouvoir, il y a de graves brisures, de remous à l'intérieur, et que le pouvoir, à défaut de trouver une issue honorable à tous, a préféré décaler de quelques temps, de quelques mois, la négociation d'un compromis à l'intérieur du pouvoir. Je le crois, je pense qu'à l'intérieur du pouvoir, il compte passer le 5e mandat pour avoir un moment de répit afin de... Mais est-ce qu'ils vont pouvoir passer ce cap du 5e mandat sans que ça n'explose à l'intérieur? Maintenant, est-ce que la démocratie d'appareil va l'emporter sur la démocratie dynamique de citoyens? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes investis suffisamment pour imposer pour la première fois une démocratie dynamique basée sur la mobilisation des citoyens et qui vont créer un rapport de force et qui vont dire pour la première fois que la désignation du président, que notre destin, que notre avenir ne soit pas décidé dans une coupole fermée et que nous devons assister à cette prise de décision. Sinon, je pense et je vois que la situation, elle évolue dans quel sens? À mon avis, il y aura un taux historique d'abstention et de boycott. Les Algériens ne croient pas en ces élections. Le 5e mandat, on est un facteur d'accélération. Les Algériens ne croient pas à ces élections. Les Algériens vont boycotter massivement cette élection. Et c'est là où je donne personnellement le sens de l'opposition des Algériens, au-delà du poids des structures politiques. C'est-à-dire, si tant est qu'il y a une opposition, il y a une opposition au sein de cet électorat qui se distingue par son abstention. Et le drame de la classe politique algérienne, c'est qu'il ne veut pas se mettre en phase avec cette opposition qui est là, qui est dans les stades, qui est à Khenchla, qui est à Kharrata, qui est sur le terrain, qui est en train de contester, qui est en train de dire arrêtez vos duperies, arrêtez vos supercheries, arrêtez vos mensonges. C'est celle-là l'opposition. Il n'y en a pas d'autres. Et malheureusement, au lieu que la classe politique dite d'opposition s'investit sur le terrain, accompagne et également donne du sens, et on ne voit pas cela sur le terrain, et c'est ce qui est dramatique. Et le dernier point, je pense que tout l'intérêt de voir ce qui se passe est que les Algériens, finalement, ont brisé une barrière psychologique. Il y a quelque temps, les gens étaient presque sur le point, ils diront Ibada. Finalement, le peuple algérien, il dit très clairement La na'boudou ma ta'boudoun. Et on a l'impression vraiment de deux planètes. L'une où se trouvent les gens de ce régime en train de faire du cinéma et du folklore, avec l'Ab el Moujahid,
et de l'autre côté, un peuple totalement non concerné. Vous vouliez réagir, Idir? Oui, c'est-à-dire que par rapport à l'opposition, pour le moment, je pense que ça va s'accélérer, mais de manière inévitable, après la validation du Conseil constitutionnel. Ça va s'accélérer. La validation des candidats qui auront été retenus. Qui auront été retenus. Et moi, je ne partage pas l'avis de M. Tabir en disant qu'il y aura un taux exceptionnel de boycott. Au contraire, ces éléments-là de mobilisation, ils n'ont pas de cadre. J'ose espérer qu'ils n'ont pas de cadre. Que ce soit des manifestations spontanées, des manifestations contre le 5e mandat. Ça peut faire boule de neige. Mais le souci, il est où? Quels sont les candidats qui vont concourir à partir du 3 À propos de candidats, qu'est-ce que vous pensez de cette grosse surprise qu'est en train de faire Rachid Nekaz? Est-ce que c'est par réaction contre le régime? Est-ce que vraiment il jouit d'une telle estime au sein de la population? Moi, je ne peux pas être dans le jugement par rapport à M. Rachid Nekaz, qui est un camarade. Oui, je me dis qu'avec le discours iconoclaste qu'il a, et puis il faut le dire, et je lui ai déjà dit, et ce n'est pas à lui faire ombrage ou à attaquer son honneur, avec le discours un peu populiste, il y a des dynamiques qui se créent évidemment. Je pense que peut-être cette fois-ci il aura les 60 000 signatures et qu'il pourra concourir, parce que le pouvoir a besoin de plusieurs candidats pour fracturer l'électorat aussi. Constitutionnellement, il n'est pas éligible. Ah, s'il n'est pas éligible constitutionnellement. Il n'a pas passé les 10 dernières années en résidence en Algérie. Si cet élément est retenu, il ne passera pas. Mais n'empêche que même dans son agite-propre politique, il apporte un peu de fraîcheur. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de déflagration si sa candidature est rejetée? Moi, je ne sais pas si ses supporters et ses fans... Il a beaucoup de jeunes après lui. Oui, mais je pense que M. Rachid Nekaz est un homme responsable. Donc, à ce moment-là, il peut objecter, il peut donc faire des recours au Conseil constitutionnel. Et à ce moment-là, parce qu'il faut qu'on sorte de cette histoire de rapport de force et je mets les gens dans la rue. Ça me fait rappeler M. Benflis qui a dit, s'il y a une fraude, j'ai plus de 80 000 militants qui vont descendre. Oui. On ne les a pas vus, ces militants. Donc, ces effets d'annonce, il faut que ça cesse. Je pense qu'on doit rentrer dans une espèce de réel politique, parce que ceux qui sont en face ont cette réelle politique. Ils ont tout. Ils ont tout, et puis ils ont tout compromis, M. Benchenouf, de compromission en compromission, de trahison en trahison. Ils ont rompu le pacte de novembre. Alors, qui a rendu possible la guerre de libération. À partir de là, qu'est-ce que vous attendez? J'ai une question pour vous deux. J'aimerais que vous puissiez en parler à bâton rompu, que vous puissiez échanger. C'est au sujet de la déclaration de M. Gaïd Saleh, du général de corps d'armée Gaïd Saleh, chef d'état-major, qui a dit, on n'a pas compris très bien d'ailleurs pourquoi il l'a dit, après avoir dit que l'armée ne se mêle pas de la politique, qu'elle se confine dans son rôle constitutionnel, il vient lancer un gros pavé dans la mare pour dire la sécurisation des élections, c'est l'armée, c'est nous qui allons sécuriser les élections. Et par là, tout le monde a compris, c'est nous qui allons sécuriser les résultats de l'élection. Ça veut dire, c'est nous qui allons contrôler la fraude. Karim. D'abord, il faut se soustraire à cette logique d'appareil pour observer de près et dire qu'une élection n'est élection que si elle répond à deux conditions majeures, deux conditions essentielles dans tous les pays. C'est la définition même d'une élection. Elle doit répondre à la condition de l'exercice plein des libertés. Nous ne sommes pas dans cette situation. Elle doit répondre également à la condition de l'équidistance de tous les concurrents vis-à-vis de la loi, des moyens de l'État et des institutions. Ce n'est pas le cas également. Parce que quand on évoque dans nos débats tous ces détails-là, toutes ces procédures, est-ce qu'il a habité, est-ce qu'il a résidé que 10 ans, est-ce qu'il a la nationalité, est-ce que sa femme, est-ce que le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il va ramasser les signatures, comme si le jeu se déroule selon des normes. C'est vrai. Or, tout ça est faux. Tout ça fait partie du faux que tu as bien aligné dans ton introduction. Donc, tout l'intérêt est d'analyser la chose telle qu'elle évolue aujourd'hui sur deux sphères, mais qui sont en train de fonctionner comme dans la physique, deux parallèles qui sont en train de fonctionner, mais ils ne risquent pas de se rencontrer. Il y a la sphère de ce que j'appelle la sphère de l'appareil, la sphère des appareils. Et j'inclus dans cette sphère des appareils pratiquement tous les candidats, en tout cas les candidats potentiels. Une grande partie de ces candidats ont intériorisé le fait
que Bouteflika n'est pas désigné candidat. Il est désigné président. La preuve en est, le lendemain de sa désignation, c'est lui qui nomme le président du Conseil constitutionnel. Exact. Si jamais vous vous imaginez, on est dans un pays où je remets ma candidature à celui que je viens juste de nommer. Absolument. Et les gens s'engouffrent dans un débat. Est-ce qu'il a rempli les conditions? Est-ce qu'il n'a pas rempli les conditions? Est-ce qu'il va produire une ordonnance? Est-ce qu'il va produire un certificat médical, etc. Tout ça, je pense qu'on est en train de perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de débats dans des barrières qui nous sont dressées, qui nous empêchent d'aller vers le vrai débat. Donc, la réalité est que dans la logique d'appareil, il y a comme une intériorisation, y compris chez les candidats potentiels, une intériorisation du fait que Bouteflika va gagner, va prendre le 5e mandat, il ne va pas le gagner, il va le prendre, et qu'ils se sont tous donné rendez-vous pour l'après, pour que dans 6 mois, dans une année, et dans 18 mois, dans 2 ans, une grande partie de la classe politique, ils ne le disent pas, mais j'ose le dire, pense qu'à la fin, Bouteflika va mourir, et c'est à ce moment-là qu'ils vont négocier leur place dans l'échiquier. Oui, en attendant, C'est une la logique. sécurisation. Attends, la deuxième sphère, bien sûr que la sécurisation fait partie de cette logique d'appareil. Il y a un appareil qui est Gaïd Salah, qui s'ajoute à Mais est-ce que ça veut dire sécurisation? Est-ce que ça veut dire contrôle de la fraude? Parce que Gaïd Salah, de mon point de vue, considère que la menace vient plus de l'intérieur qu'elle peut venir de la population. Je dis, c'est pour cette raison que je voulais distinguer cette sphère d'appareil. De l'intérieur du régime. Bien sûr, l'intérieur de ces appareils, il considère que c'est lui qui doit tout mettre en place pour que l'armée, elle a son candidat, elle soutient un candidat, elle fera tout pour que le candidat passe pour des raisons. Et la deuxième logique La deuxième sphère, oui, c'est la sphère sociale, c'est la sphère politique, c'est la sphère citoyenne. Il y a des choses qui se passent. Ces gens-là, je ne pense pas qu'ils soient, contrairement à notre ami, à mon ami, Idir, en tout cas on fait un débat contradictoire, qui ne sont pas intéressés par l'acte de vote parce qu'ils savent très bien que l'acte de vote ne sert à rien. Plutôt, ils s'invitent sur une sphère qui est la sphère publique, qui est la rue, qui est la nécessité de reprendre ces espaces, parce que ces espaces sont interdits, parce que ces espaces ont été fermés, parce que ces espaces ont été non seulement fermés, mais squattés par des gens qui ont fait de la violence les usages pendant des décennies en termes de terrorisme, sinon de répression en tout genre. Donc aujourd'hui, est-ce que nous sommes au rendez-vous de l'histoire pour que ces manifestations puissent aboutir à la mise en place d'une vraie dynamique qui remettra de nouvelles règles du jeu et qui émettra le signal à tout le monde qu'aucune élection ne peut désormais se faire sans que ce soit une élection dont le seul arbitre sera le peuple. Oui, on ne va pas revenir sur l'histoire de la démobilisation et de la mobilisation. Moi, je pense que ça passera par une mobilisation citoyenne pour voter. Je pense que ça en plus, sauf si... je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire que... Mobilisation citoyenne pour voter. Ça veut dire pour que voter quelqu'un va pour un candidat, l'activer. choisiront un candidat conservateur, un autre candidat. Tout dépendra des gens qui seront retenus. Mais qui va activer cette mobilisation mais tout le monde peut l'activer à ce moment-là. C'est-à-dire à partir du moment où l'opposition, comme tout le monde, maintenant il faut qu'on arrête avec les poncifs féculés, café du commerce, ça y est, tout est joué, etc. Oui, il n'y a pas de souci, c'est en partie joué. Mais par rapport à cette élection, à ce rendez-vous, on ne peut pas le décaler. Beaucoup de gens ont essayé de le décaler. C'est venu même à l'intérieur du système. Oui, mais sans avoir à le décaler, peut-être que les jeux sont faits, qu'on vient de le dire. Oui, non. Dans l'absolu, les jeux sont faits. Oui. Mais je me dis une chose, c'est que, comme on dit, il n'y a que les batailles que l'on n'engage pas, que l'on perd. À ce niveau-là, je ne dis pas qu'il faut y aller, mais au moins y aller et y aller avec beaucoup de virilité. Parce qu'ensuite, il y a beaucoup d'hommes politiques et de partis politiques qui se disent, bon, moi je vais jouer le coup d'après. En supposant que le destin du président s'accomplisse sur les 2 années, d'accord. Mais il y a un souci là. Moi, j'aimerais bien que ce que les partis politiques, là, tout de suite, aujourd'hui, ou à la validation des candidatures, disent par rapport à la conférence nationale que va organiser le système. C'est-à-dire avec le RND, le FLN et tout l'État profond. Mais le coup d'après n'étant pas seulement la conférence du système. Oui.
Mais le coup d'après, et que tout le monde sait, que le coup d'après serait tout simplement la négociation entre la présidence, l'armée et le DRS. Pourquoi? La question, c'est pourquoi. Parce que, malheureusement, ces trois ont depuis toujours dégagé un compromis par lequel ils ont refusé aux Algériens d'avoir à décider de leur destin. Je vais être concret. Demain, le Conseil constitutionnel va annoncer que Mokre est candidat, Rdiri est candidat, Bouteflika est candidat. Pour X raisons, peut-être Rachid Nekez ne sera pas candidat. Pour X raisons, les autres que je ne connais pas ne vont pas être admis. Le pouvoir, finalement, sans indiquer le lieu. Le pouvoir, c'est lui d'abord qui va faire le premier tri. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les signatures, mais c'est les plans du pouvoir qui vont fonctionner. Et le peuple dans tout ça? Mais le peuple doit sortir dans la rue. Mais le peuple doit s'investir dans la rue. Mais le peuple doit s'imposer. Il est en train de sortir. Mais il faut le faire en cadence encore qui monte. Il faut le faire d'une manière continue. Il faut le faire d'une manière civilisée, pacifique. Et si ce scénario se précise, qu'il s'intensifie, que des Algériens sortent à l'ouest, à l'est, au centre, au sud, au Sahara, et qu'ils sortent de façon massive, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et désormais, on va tenir compte de la présence du peuple qui est sorti au sud et au nord. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que le régime pourrait faire marche arrière, organiser des élections vraiment transparentes? D'abord, si on reste dans le théorique, si on monte dans cette cadence, il faut bien, et on prend exemple de ce qui s'est passé dans le monde, dans d'autres pays, il faut bien arriver à donner un sens à ces mobilisations. Il faut bien arriver à donner des revendications à ces mouvements. Il faut bien que ces mouvements de mobilisation puissent exiger et imposer désormais la mise en place d'un processus politique, d'un processus de transition, d'un processus qui va restituer la parole politique aux Algériens, qui va permettre la tenue pour la première fois d'une vraie élection. Mais moi, je ne suis pas avec le slogan contre le 5e mandat parce qu'il s'agit de X ou de Y. Les Algériens devront demander le premier mandat, qu'il soit leur mandat, parce qu'on n'est pas au 5e mandat. On est au même mandat qui a connu des prolongements et aujourd'hui, il prend la forme de 5e mandat de Bouteflika. Moi, je pense qu'au niveau de la problématique que l'on vit aujourd'hui, je pense qu'à un moment, il faut être un peu rationnel. Appeler les gens à sortir dans la rue, c'est qu'on est fort. Les appelants sont forts. Ils peuvent être le réceptacle, et canaliser et que les mobilisations aient du sens et fassent écho à leurs propres revendications de liberté, d'épanouissement, d'émancipation, de liberté démocratique. Mais là, je ne vois pas des personnalités politiques émerger ex nihilo maintenant, aujourd'hui, pour dire il faut sortir. Et après, comment on fait? C'est l'inverse. Ici, c'est la dynamique populaire qui suscite l'émergence de nouvelles forces. Alors, on arrive. Alors, à ce moment-là, au niveau des leaders politiques, s'ils ne jouent pas, parce qu'il y a un jeu, il y a un jeu politique à ce moment-là, c'est que ce mouvement-là, ou ces mouvements-là, vont sécréter leurs propres compétences. Et à ce moment-là, ça pourrait éventuellement... C'est peut-être le cas qui est en train de se produire. Peut-être, M. Benchenou, parce qu'à un moment donné, il faut être rationnel. Il faut être rationnel, c'est-à-dire rationnel. Moi, j'aurais aimé voir M. Tabou et beaucoup d'hommes politiques et des partis politiques appeler. Quand ils appellent, ils prennent leurs responsabilités historiques. Ils peuvent être le réceptacle. Ils ont tous des appareils, ils ont tous de la dynamique entre eux. Là, ça a du sens. Là, c'est crédible. Là, c'est clair. Ce n'est pas des... Et figurez-vous, c'est que les gens qui sont à l'intérieur du système peuvent faire des appels anonymes et emmener la jeunesse à une catastrophe, justifiant de l'intervention de l'armée. Vous parlez de manipulation, oui, exactement, de potentielle colère. Oui, pour terminer. Juste, parce que c'est important. Donc, justifiant des exactions, et ensuite le pouvoir dit tout simplement, le pays, et c'est dans la Constitution, le pays vit des moments difficiles, il y a une suspension de la Constitution, un état d'exception, et on va vers une transition dans 2, 3, 4 ans. C'est une hypothèse peut-être qui ne tient pas la route, mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver d'autant. Les gens aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que c'est plus Tizi Ouzou, Béjaïa ou Bouguera.
ça part un peu partout. Absolument. Et donc, il y a un sentiment peut-être partagé maintenant de retrouver une communauté de destin par rapport au système et quelles sont les réponses qu'on va apporter. Karim Tabou, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu interpellé. Parmi les grands acteurs que vous venez de citer, il y a le DRS. Or, pour le commun des mortels, le DRS n'existe plus. Il a été démantelé, dissous, dispersé, éparpillé. Et vous nous le présentez comme étant un des 3 acteurs principaux de l'équation. Ça sera vraiment naïf que de croire que le DRS qui était là depuis toujours, qui est dans les partis, qui est dans les hôpitaux, qui est dans la presse, qui est dans les médias, qui est dans les chaînes de télévision, qui est dans les universités, puisse disparaître comme ça par une décision, par un décret ou par une décision quelconque. C'est faux. Et pourquoi il s'est laissé chasser alors pourquoi il a laissé ces centaines de généraux, d'officiers supérieurs chassés, mis à la retraite, renvoyés à leur foyer? D'abord, le DRS tel qu'il est imaginé par certains, comme une simple direction qui a des démembrements, moi je ne conçois pas comme ça. Moi je pense que le DRS est une police politique qui a des démembrements et qui a des restructuration en même temps. Bien sûr. Et qui existe dans beaucoup de sphères, la sphère universitaire, à l'université, dans les partis, etc. Et qui tente, parce qu'en fait, les gens qui ont une parcelle du pouvoir et qui l'ont exercé pendant longtemps, et qu'il y a eu à la faveur d'événements ou de l'arrivée de Bouteflika, des répartitions de rôles, des compromis, des repositionnements internes, je ne pense pas que ce jeu soit fini. Ce jeu est encore en place. Et j'avais dit dans l'une de mes interventions, avant même l'annonce des candidatures et de la date de la tenue des élections, j'avais dit que ce qui se passe était le premier tour des élections présidentielles, mais c'était le tour du vote des grands électeurs. Le reste, ils vont en faire un simple carnaval populaire. La seule chose qui est en train de démentir les plans initiaux du pouvoir, c'est cette intrusion dans la rue de ces jeunes qui exigent que l'on les voie et qu'on les écoute. Nous avons fini. Dernier mot et dire... moi, je souhaite donc que tout se passe de manière apaisée, que les véritables rapports de force puissent se déterminer. Il ne faudrait pas que ceux qui se portent à la candidature, une fois que le Conseil constitutionnel va se valider, soient dézingués par leurs propres amis. Il faut avoir une hauteur de vue, je pense, et se mettre à l'échelle justement de cette jeunesse, de l'aspiration de cette jeunesse. Et si tant est qu'un groupement de partis politiques avec des personnalités importantes qui ont du charisme appellent et savent ce qu'ils veulent, dans la refondation d'un nouveau pacte d'union nationale, les mots ont un sens. À ce moment-là, je pense que la jeunesse pourrait suivre. Merci, Karim Tabou, merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawal khair, salama.